Et coucou YouTube, on se retrouve, si déjà j'ai la voix qui part en live dès le départ, ça commence bien, on se retrouve pour la fameuse vidéo des sorties grand format du mois de mars, en l'occurrence. Du coup, bah écoutez, je vous propose d'attaquer rapidement, vite fait, hein, comme d'habitude. C'est ma sélection à moi, de ce que moi me fait plus ou moins envie, de ce qui correspond à mes goûts en tout cas. Il n'y a pas de tome 2, enfin normalement, parce que des fois je fais des boulettes. Normalement, il n'y a pas de tome 2, 3, 4, etc. Et voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense, je suis en live, évidemment. Et du coup, je vous propose d'attaquer. Il y a 34 sorties en tout. Ni de réédition, normalement, oui, normalement. Sauf réédition, sauf quand je fais des boulettes, bien sûr, mais sinon, sauf théoriquement, il n'y a que quand c'est des nouvelles traductions. Voilà. Quand c'est des nouvelles traductions et que ça m'intéresse, bien sûr, je le mets. Hop, ça va venir. Voilà. Ouais, beaucoup de... D'habitude, je mets les romans noirs avec les contemporains, mais là, j'ai séparé parce qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est vrai qu'il y avait des livres que j'avais un peu de mal à situer entre thriller et contemporain, un peu engagé, machin. Donc du coup, je les ai calés en roman noir et du coup j'ai fait une catégorie à part, mais voilà. Et puis pareil, il y a deux livres qui sont un peu des... pas forcément des réécritures de mythologie grecque, mais en tout cas qui se passent pendant la... Enfin, sont dans la... J'allais dire pendant la période de la mythologie grecque, ça ne veut strictement rien dire vu que c'est une mythologie, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc je les ai mis à part aussi. Allez, d'habitude, des fois, quand c'est ça, je mets parfois dans historique, parfois dans fantasy, ça dépend. Mais là, je me suis dit, je leur fais une petite catégorie à part. Il y a quelques BD, parce que je mets toujours quelques graphiques. Et voilà, je vous propose du coup d'attaquer donc avec la première sortie, ça va être le 6 mars, donc il y aura une vague de sorties. Le 6 mars sortira Assise de Tiffaine Auzière chez Stock. Donc, dans ce roman va parler de violence conjugale. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans ma sélection. Et il se trouve que, en fait, là, on va être dans le cas où la victime, donc une femme, va finir par tuer son conjoint qui l'a batté, en fait. Voilà, qui l'a violenté. En légitime défense en fait, hein, voilà. Donc c'est malheureusement ce sont des cas qui existent et parfois elles n'ont pas le choix quoi. Et oui, et donc effectivement comme tu dis Malo, on va vraiment, d'où le titre aussi, hein, on va vraiment être, et le titre et la photo puisqu'on voit une avocate, on va vraiment être dans le milieu c'est peut-être l'autrice d'ailleurs, je sais pas, je me suis pas renseignée sur l'autrice, tiens. On nous dit pas, si l'autrice elle est avocate. Mais voilà, on va être vraiment dans le milieu de la justice où en fait donc on va suivre Diane qui est avocate et qui va donc défendre Laura qui a été accusée du meurtre de son conjoint. Et alors je sais pas si, parce qu'on nous dit la petite Jeanne victime d'inceste, je sais pas du coup si c'est leur fille. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est deux affaires différentes. Mais voilà, en tout cas, on va suivre vraiment l'avocate qui va s'occuper de ces affaires-là. Et évidemment, ça m'a l'air extrêmement passionnant. Donc voilà, elle va effectivement nous montrer un peu le mécanisme des assises. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu pour moi. Ah, c'est l'autrice, elle est avocate. Merci Malo. C'est la fille de Brigitte M. Ah, Brigitte Macron. Ah, d'accord, ok, merci. Oui, moi, je fais pas trop de recherches, j'avoue, quand je fais les sorties. Parce que ça ça me donne déjà beaucoup, beaucoup de travail, j'avoue, voilà, de chercher tous les livres qui vont sortir.
de parcourir l'ensemble des sorties, de sélectionner, de faire les diapos, etc. Donc oui, j'avoue que je ne fais pas des recherches très très poussées. Mais ok, c'est la fille, je ne savais pas du tout. Ok, bah c'est interesting, ma foi. J'espère juste qu'elle n'est pas du même bord politique que sa mère, mais bon. Bref. Ensuite, passons. Alors, ensuite, on est encore dans le domaine féministe, on va dire, avec Charlotte Chéri de Sandrine Lucchini, qui sortira donc également le 6 mars chez Hachette. Donc, dans cette histoire qui se passe à Paris, une jeune femme va disparaître et on va finalement retrouver, je pense que c'est son corps qu'on va retrouver, même s'il ne le précise pas. En tout cas, un corps va être retrouvé atrocement mutilé. Pardon, j'ai mon truc qui part en couille là. Non, c'est bon en fait. Et donc, on va suivre un homme, un capitaine de police qui s'appelle Hippolyte, qui vient d'arriver à Paris, il vient de Marseille, et une jeune brigadière qui s'appelle Alice, qui vont donc se lancer dans la traque du meurtrier qui, a priori, fait partie d'un groupuscule masculiniste. Voilà. Et donc ils vont infiltrer un petit peu ces réseaux d'incels, de masculinistes qui veulent vraiment s'en prendre aux femmes, qui détestent les femmes, hein, qui veulent s'en prendre à elles de façon violente. Et voilà, c'est marrant parce que je regardais une vidéo là-dessus, sur une interview de celle qui a écrit Formée à la haine des femmes, Pauline Ferrari. Et pareil sur les réseaux masculinistes sur internet, qui fait très flipper. Donc ça parlait des tueries de Montréal, de Toronto, etc. Des hommes qui ont tué des femmes parce qu'elles étaient des femmes, parce qu'ils détestaient le féminisme. Mais voilà, bon, en tout cas, celui-là, forcément, il est pour moi aussi. Donc c'est dans la collection Black Lab. Je n'ai pas précisé. Oui, c'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant, clairement. Voilà pour celui-ci. Toujours le 6 mars, on change complètement de style avec Damsel Devil in Sky. Là, on est dans de la pure fantasy. Et pourquoi je vous l'ai mis? Parce que là, il va sortir en film. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont sorti justement parce qu'il allait sortir en film, à mon avis, Hugo. C'est dans leur collection Stardust. Et d'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce. Donc, c'est avec Millie Bobby Brown. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air assez terrible. Coucou Magda, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette histoire, en fait, on suit Élodie, qui est princesse d'un royaume. Mais le problème, c'est que ce royaume, il est frappé par la famine depuis des années. Et donc, elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est la survie de son peuple. Et il se trouve qu'un jour, il y a un représentant d'un royaume voisin qui, lui, en revanche, est prospère, qui va proposer d'offrir énormément de richesses à ce royaume pauvre en échange du mariage d'Élodie avec leur fils. Donc Élodie, elle accepte de se sacrifier pour son peuple, voilà. Et du coup, elle va se retrouver donc dans un autre royaume qui s'appelle Auréa. Elle le trouve magnifique. En plus, son fiancé, il est ultra gentil. Donc, c'est le prince Henri. Donc, elle est contente. Elle se dit, bon, bah, ça va quand même. Je ne suis pas tombée sur un connard et tout. Tout va bien, ouais. Tout est trop beau pour être vrai quand même, hein. Et il se trouve que, en fait, la prospérité du royaume est due au fait que à chaque fois, il sacrifie une princesse à chaque nouvelle saison de récolte au dragon affamé de la montagne voisine. Et donc, c'est donc Élodie, évidemment, vous l'aurez compris, qui est la prochaine. Voilà, voilà. Et du coup, elle va devoir lutter pour sa survie. Vous l'aurez compris, on n'est pas du tout dans une romance. Hein. Ça a commencé comme ça, genre ouais, le mariage arrangé, mais en fait, ça va être une romance et tout. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Et du coup, ouais, la bande-annonce était absolument terrible, quoi.
Donc voilà. Ça m'a l'air bien badass et tout. Ça a l'air cool. Ouais, le bon traquenard, complètement. Ouais, ouais, tu te maries, mais en fait, tu vas mourir. Allez, salut. Voilà, donc ouais, ça a l'air intéressant. Bon, moi, je suis pas sûre que je lirai le livre. Je pense que directement, je regarderai le film en vrai. Mais voilà, je voulais le mettre quand même. Voilà pour celui-ci. Toujours le 6 mars, sortira Le Dernier Grand Train d'Amérique de James Grady aux éditions Rivage. Donc là, ouais, celui-là, moi, il me hype bien, juste parce que c'est un huis clos dans un train et il va se passer des trucs visiblement pas cool. Donc voilà, on est dans l'Empire Builder, qui est un train qui relie Seattle à Chicago. Donc on va évidemment retrouver, alors je ne sais pas si ça va être un roman choral ou si on va suivre une personne en particulier, mais en tout cas on va être avec un ensemble de passagers, ils ne se connaissent pas tous, mais ils ont tous une raison précise de faire ce voyage, ce qui est logique. Mais il se trouve que visiblement ils vont plus ou moins faire connaissance et que des drames vont se créer et transformer le voyage en cauchemar. J'en sais pas plus, pas plus, mais voilà, bon, je suis pas la seule, je vois, à être hypée. Franchement, moi, juste tu me dis huis clos, drame, tout ça, moi, c'est bon. Je kiffe. Pas de souci, je fonce. Donc ouais, celui-là, il me hype pas mal. Voilà pour celui-ci. Je vais vite, mais en même temps, c'est pas plus mal. Comme ça, on finira pas trop tard. Toujours le 6 mars, sortira le nouveau Nancy Houston, pardon. Francia, ou Francha, je suis pas trop sûre de la langue. Non, je pense que c'est Francia, puisqu'on suit, on suit un personnage qui est colombien. Donc je me dis qui est latina, donc je me dis que ça doit être du coup en espagnol. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre... alors, ils disent une transsexuelle, ça me... Vous savez qu'il ne faut plus dire ça maintenant, hein, puisque c'était un terme pathologique, en fait, pathologisant, hein, du coup, donc on ne dit plus ça. Donc c'est une femme transgenre, voilà, qui est colombienne et qui travaille au Bois de Boulogne. Donc on est à Paris, hein, le Bois de Boulogne dans le quartier, qui est accordé, on va dire, aux personnes latinas. Et en fait, dans ce livre, on va suivre ses journées de travail, ses relations avec les autres, etc. Elle va beaucoup protéger ses collègues, notamment contre la violence ambiante. On va suivre aussi, ouais, voilà, ses relations avec ses clients, etc. Et voilà, pour montrer un peu les difficultés de ces personnes-là qui n'ont évidemment pas choisi d'être là la plupart du temps, hein. Enfin, du moins elles ont choisi, mais parce que elles n'avaient pas trop d'autres choix pour survivre. Et voilà, et puis surtout c'est Nancy Houston, et j'ai toujours pas lu cette autrice. Alors, je suis pas sûre que je commencerai par celui-là. Moi, c'est quoi? J'ai Dolce Agonia et Ligne de Faille qu'on m'a conseillé, les deux. Mais clairement, il faut vraiment que je lise cette autrice parce que tout le monde me la recommande énormément. Et là, je trouve ça bien qu'elle parle d'une femme trans. Voilà, donc je vous l'ai mis. Moi, ça m'intéresse, mais après, ça sera... Je pense que d'abord, je découvrirai cette autrice avec un autre de ses livres. Si j'aime sa plume, j'irai vers celui-là, mais quand il sera en poche. Voilà, pas se mentir. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, moi aussi, Rose, les trains aussi, j'aime bien quand ça se passe dans des trains. Des histoires qui se passent dans des trains. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les trains aussi. T'aimes pas la couverture, Viviane? Oui, la couverture est pas... j'avoue, c'est pas ouf. Ah, t'as Ligne de Faille aussi, Patty. Qui c'est peut-être une lecture commune, une fois à l'occasion. Voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours le 6 mars.
Genre, il y a bien au moins un tiers des livres qui font le 6 mars. Peut-être pas, mais... sortira Quand vient l'été de Laurent Safou et Reine Diboussy. Donc une BD, c'est une bande dessinée chez Marabule. Alors, en vrai, l'histoire n'est pas spécialement originale ou hypante et tout ça. Puis en fait, on va suivre Rachel qui a 25 ans, qui va fêter. C'est pas fêter, qui va commémorer, c'est mieux, on va dire, les 10 ans de la disparition de sa sœur, qui s'appelait Licia. Et pendant cette commémoration, elle va retrouver un homme qu'elle connaissait à cette époque-là, qui s'appelle Joachim. Et donc voilà, à l'époque, ils étaient encore adolescents, maintenant ils sont adultes. Et donc ce drame de la disparition de sa sœur. Quoique si en fait quand je relis, je me dis si en fait c'est pas, si en fait ça arrive quand même. Et en fait voilà, la disparition de la sœur de Rachel les a séparés. Et du coup ils vont avoir une connexion du fait d'avoir ressenti la même blessure. Et voilà, y a pas plus, mais le truc c'est que bon, Laurent Safou, alors je l'ai pas lu encore, mais c'est l'autrice de Nos jours brûlés. Je sais qu'il a quand même plutôt des bons retours, celui-ci. Et je sais pas, je trouvais qu'une BD écrite par, je pense que Reine Diboussy aussi, c'est une autrice noire, par des autrices noires, je trouve ça, avec des personnages noirs, je trouve que c'est pas encore si courant que ça. Donc je voulais la mettre en avant. Et aussi, ce qui a achevé de me dire je vais le mettre dans mes sorties, c'est que c'est édité chez Marabule. Et j'adore les BD de chez Marabule. Voilà, ils font d'excellents choix éditoriaux. Donc, ah, t'avais lu Amour croisé. Ok, Karine. Ok, ça marche. Coucou Jeanne, comment ça va? En dehors du petit problème dont on parlait tout à l'heure. J'espère que ça va quand même. Donc voilà pour celui-ci, enfin celle-ci, puisque c'est une BD. Toujours le 6 mars, j'allais dire le 7 en plus, sortira Routine de Fabien Truong aux éditions Rivage. Donc, alors c'est un contemporain, mais vous allez voir que quand même c'est plutôt sombre. Hein. On est dans la ville de Cléricourt. Je ne sais pas si c'est une ville qui existe vraiment d'ailleurs, parce que ça ne me parle pas comme ça. Et en fait, il se trouve que dans cette ville, il va y avoir un homme qui va sur internet en fait, qui va revendiquer une série de meurtres donc qui s'est passé dans cette ville. Et le truc c'est que bon voilà, personne n'avait réussi à trouver le meurtrier. Et là, donc, c'est cet homme sur X, hein, sur l'ancien Twitter, oui, qui va revendiquer ses meurtres. Et donc, du coup, la ville va être en ébullition pour essayer de retrouver ce meurtrier. Et le truc, c'est que, en fait, durant l'enquête, les gens vont se découvrir les uns les autres autour de cette histoire. Et on va partir sur... on nous dit en gros que on va partir sur une fresque sociale par rapport à nos routines en fait. Voilà, sur les routines qu'on a. Et voilà, ça va vraiment tourner autour de ça. Donc il y a ce côté sombre d'histoire des meurtres et tout ça, mais on va plus être quand même sur un truc très contemporain, très blanc, on va dire. Hein. Mais voilà, moi je trouvais ça intéressant. Alors Fabien Truong, j'ai un livre de lui que j'avais récupéré chez Sèvres. Je sais plus qui c'était qui avait ce livre. Et c'est La taille des arbres, oui, je crois que c'est ça. Parce que je vois La taille des arbres, son premier roman, il me semble bien qu'il y avait le mot arbre dedans, donc je pense que c'est ça, La taille des arbres. Mais je sais plus de quoi ça parle, mais ça m'avait donné envie. C'est un auteur franco-vietnamien en plus. Donc voilà. Ouais, par contre, bon, on sait que le mot arbre, c'est pas forcément. C'est un risque. C'est un risque avec moi.
Est-ce que c'est bien de lire un livre avec le mot arbre dedans? Je ne sais pas. Mais celui-là, en tout cas, il me tente bien, là, le routine. Voilà. Odeya qui... Attends, j'ai pas lu l'Arbre Monde encore. Il y a un tabou sur le mot arbre, c'est ça. Ah, il est sociologue, merci Malo. Malo vient apporter des petites précisions sur les auteurs, c'est bien. Non, mais c'est bien, franchement, j'aime beaucoup votre participation. Donc, il y a Rose la dernière fois qui mettait donc les résumés parce que je les avais pas. Il y a Karine, évidemment, hein, qui nous met les titres, qui nous écrit les titres et les auteurs dans le chat. Voilà, au cas où les gens ne voient pas bien sur la vidéo, ce qui est souvent le cas. Donc voilà, merci. Et donc là, il y a Malo qui nous fait des petites précisions sur les auteurs et autrices. Merci pour votre contribution. Ouais, c'est clair, franchement, on forme une bonne équipe, c'est cool. Comme quoi c'est bien, hein. C'est mieux de faire des trucs en live. Ça prend plus de temps, certes, mais quand même, c'est plus cool. Et comme ça, au moins, je suis sûre. En plus, quand je dis des conneries, au moins, vous me reprenez. Donc, c'est cool. Voilà. Moi, je suis pas là à faire ma petite vidéo, à dire plein de conneries et à oublier plein de choses. Bref, voilà pour celui-ci. Ah, on passe au 7 mars. Sortira le nouveau Tiffany McDaniel du côté sauvage. Donc, chez Gallmeister, toujours. Tiffany McDaniel, c'était l'autrice de Betty, que j'avais surkiffé. J'ai pas lu son deuxième, c'était pas son deuxième d'ailleurs, c'était un de ses premiers romans, je crois, L'été où tout a fondu, qui m'a l'air quand même pas mal et que j'ai dans ma palle. Coucou, bonheur en page, dont j'ai oublié ton prénom aussi. Pardon, Géraldine. Coucou Géraldine. Donc dans cette histoire, qui est un petit pavé quand même, on va pas se mentir, bon Betty aussi, hein, cela dit. Donc on suit Ark et Daffy, qui sont des sœurs jumelles. Elles sont inséparables et en fait elles aiment bien fuir un peu le quotidien, un quotidien qui visiblement n'est pas ouf. Elles aiment bien plonger dans un monde imaginaire, dans leur propre monde imaginaire en fait. Donc je pense, alors on ne dit pas comment en fait. Donc je pense que, voilà, on nous dit qu'elles ont une imagination fertile, donc je pense qu'elles se racontent des histoires, etc. Mais le problème, c'est que apparemment la vie de famille se passe pas bien du tout. Ah, il y a leur grand-mère aussi qui leur raconte des histoires aussi, voilà. Leur vie de famille se passe pas bien du tout et on va les retrouver, voilà, j'en sais pas plus, on va les retrouver adultes, ou du moins on va en retrouver l'une d'elles adulte, c'est Ark. Ark qui est quand même visiblement un peu traumatisé par ses souvenirs. Et il se trouve qu'un jour, on va découvrir le corps d'une femme noyée dans la rivière, puis on va trouver d'autres cadavres. Et il se trouve que ce sont notamment les amis eux, d'Ark. Et du coup, alors voilà, on nous dit qu'elle avait fait une promesse à sa sœur de protéger leurs amis, et du coup elle se dit qu'elle va pas pouvoir tenir cette promesse. Voilà, j'en sais pas plus. Je pense que la sœur est décédée. Je sais pas, voilà, je fais une hypothèse. Je pense que la sœur est décédée. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc, homme faible, salut. La suite du film Hit qui est sorti en livre, oui, tout à fait. Mais bon, là, c'était il y a quelques temps déjà. Hein. C'était en fin d'année dernière. Même, je pense même que c'était à la rentrée de septembre, il me semble. Bref. Donc voilà. Ouais, moi j'aime bien quand ça parle de jumelles aussi. J'aime bien quand ça parle de jumelles. Ouais, par contre, ouais, 28 balles. 28 boules, le machin. D'accord, ça fait 720 pages, mais quand même, ça pique. Alors, pour une fois, je crois que les gens n'aimaient pas trop la couverture. Moi, pour une fois, je la trouve plutôt classe, la couverture, par rapport à ce que Gallmeister fait en grand format d'habitude. Je trouve que là, ils ont fait un effort.
franchement. Cela dit, j'attendrai la sortie poche ou peut-être la sortie en audio, si ça sort sur Audible par exemple. Voilà. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, Homme faible. Et je t'avoue que je j'ai pas vu le film Hit, en fait. C'est pas trop mon genre de film. Donc, je peux pas te dire. Mais oui, je sais, on en avait parlé à l'époque. Parce que j'ai mon chéri, lui, par contre, qui est un grand cinéphile, donc ça l'intéressait. Voilà. Ouais, moi aussi, je préfère les totems. Hein. Y a pas photo. Ouais, sur liseuse aussi, ouais. T'as raison, Karine. T'as raison, t'as raison. Oui, c'est clair, Steph. Même pour un peu moins cher, des fois. Je t'en prie. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 7 mars sortira le nouveau Serena Giuliano Felicita. Felicita, et oui, comment ne pas avoir la chanson dans la tête, du coup c'est foutu. Donc, dans cette histoire, on va suivre Valentina, qui est une wedding planner, on va dire. Elle organise des mariages, voilà, c'est vraiment son métier. Et notamment, elle les organise sur le lac de Côme, qui est pas loin d'ailleurs de là où habite ma famille. Et voilà, elle a une super bonne équipe, tout va bien, etc. Mais il se trouve que dernièrement, elle a perdu. Sa meilleure amie est partie. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, etc. Mais sa meilleure amie est partie et donc elle s'appelait Azura, ce qui veut dire bleu d'ailleurs. Et Valentina, elle s'en remet pas. Elle se remet pas de ce départ et du coup, en fait, elle commence à avoir du mal à gérer son métier avec son blues, on va dire. Elle va trouver un peu de réconfort auprès de Bianca, qui est sa filleule, qui est un bébé qui a 1 an. Mais le truc, c'est que, bon voilà, elle veut quand même continuer d'avancer et elle va se voir confier une nouvelle mission, donc un nouveau mariage à organiser, sauf qu'il va y avoir des surprises pendant l'organisation de ce mariage. Voilà, j'en sais pas plus. Bon, je l'ai mis parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien cette autrice, Serena Giuliano. Moi, j'avais lu que son premier... C'était quoi déjà? Ah, j'ai oublié. C'était Ciao Bella? Peut-être. C'était sympa. C'était sympa. J'avais rigolé. J'avais bien aimé l'ambiance en plus à l'italienne et tout ça, machin. Mais voilà. Après, sans plus pour moi. Mais bon, c'est... Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien. Donc, voilà. Ah, Viviane, toi, t'avais abandonné Betty. Ok. Ah, j'ai du mal avec le chat qui suit pas. Donc voilà pour celui-ci. Alors celui-là, je vais le demander sur NetGalley, je pense. Le 7 mars, toujours, sortira L'Ouillet-tu de Gilles Habier. Et je prononce comme ça parce qu'il est français. Chez Slalom. Donc, dans cette histoire, donc on est dans du young adulte, hein, on va suivre Lou, qui a 17 ans, qui a passé 12 jours dans le coma. Elle vient enfin de se réveiller, mais le truc, c'est que elle a changé complètement de comportement. En effet, donc Lou, avant son coma, c'était une jeune fille sportive qui aimait la nature et la solitude. Voilà, elle était plutôt introvertie. Et le truc, c'est que quand elle va sortir du coma, en fait, elle est devenue populaire parce que forcément, son histoire a attiré beaucoup de gens. Voilà, j'imagine qu'on a beaucoup parlé d'elle dans son lycée, etc. Et le truc, c'est que elle va se prendre au jeu de cette nouvelle popularité et elle va devenir, elle va complètement changer de comportement par rapport à ce qu'elle était avant. Elle va s'intéresser aux réseaux sociaux, à la mode, elle va être avide de contact, etc. Et on va suivre en fait son petit ami qui s'appelle Noah et sa meilleure amie, n'importe quoi, sa sœur jumelle, si on parle encore de jumelles, décidément, qui s'appelle Armelle.
qui s'inquiètent totalement pour Lou parce que ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi voilà, pourquoi elle s'est autant métamorphosée? Et donc ils vont en fait, eux, ils vont se dire il s'est passé quelque chose à l'hôpital et ils vont partir en quête d'autres patients qui seraient sortis du coma à la même période que Lou et ils vont découvrir quelque chose d'étrange. Et voilà, j'en dis pas plus. Moi, j'avoue que ça m'a quand même intriguée. Surtout, salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Surtout que moi, j'aime beaucoup ce que propose Slalom. Alors, c'est très young adulte à chaque fois, mais n'empêche que moi, c'est toujours des livres qui m'ont plu, avec souvent un fond assez engagé. Et voilà, du coup, ouais, je pense que celui-là, j'irai le demander sur NetGalley. Voilà, voilà. Pour celui-ci, toujours le 7 mars, alors celui-là, je sais qu'il est attendu, sortira Mirror Bay de Catriona Ward aux éditions Sonatine. Donc Catriona Ward qui était l'autrice de La dernière maison avant les bois, que beaucoup de gens ont surkiffé. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas partagé l'engouement général, j'avoue. Mais c'était sympa, c'était une lecture sympathique. Après voilà, je ne l'ai pas trouvé hyper original par rapport à d'autres thrillers du même acabit que j'ai pu lire. Voilà, c'est juste ça. J'avoue, je ne pense pas que je me précipiterai sur elle au quai du polar, honnêtement. Mais voilà, je l'ai mis. Après celui-là, il me tente quand même pas mal. Donc, on est en 1989 et on va suivre Wilder, qui est un adolescent plutôt mal dans sa peau. Ses parents viennent d'hériter d'un cottage sur les côtes du Maine. Donc on est aux États-Unis, vous l'aurez compris. Wilder va faire la connaissance sur la plage d'une jeune fille qui s'appelle Harper et d'un garçon qui s'appelle Nathaniel. Et il va se lier d'amitié avec eux. Le trio va devenir inséparable. Donc ils vont faire des balades en bateau, etc. Tout va bien se passer, mais il y a des rumeurs qui vont courir. On dit que il y a une mystérieuse noyée dont le corps n'a jamais été retrouvé. On parle aussi d'un homme qui s'introduit la nuit dans les foyers pour prendre en photo les enfants dans leur sommeil. Bref, toutes ces rumeurs vont faire que l'inquiétude va grandir. Et notamment chez les 3 adolescents qui vont être plutôt marqués. Alors surtout qu'il va y avoir, en fait, il va arriver des événements beaucoup plus sombres. Et donc voilà, qui vont marquer les adolescents. Et on va basculer de plus en plus dans l'horreur. Voilà, j'en sais pas plus. Mais après, ouais, pourquoi pas. Ah, toi, t'avais pas trop aimé, Viviane. Tiens, je suis étonnée, mais au moins, voilà, je suis pas la seule. J'avoue que, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, moi, j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas trouvé. Je l'ai déjà oublié en fait. Il y a pas longtemps, quelqu'un, je sais pas qui c'est, si la personne se reconnaît, je me souviens plus qui c'était, qui est venu me voir en DM en me disant ouais, est-ce qu'on peut parler de la fin de La dernière maison avant les bois, parce que je sais plus si c'est parce qu'elle avait pas compris ou parce que, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et je lui ai dit je me souviens plus de la fin. Désolée, je m'en souvenais plus du tout. Donc, quand tu te souviens pas d'un roman comme ça, en général, c'est pas très bon signe, quoi. Donc voilà. Du coup, mais celui-là, ouais, a l'air intéressant. J'avoue que si j'ai l'occasion de le lire, après, je pense pas que je l'achèterai neuf. Voilà. Je pense pas que je l'achèterai neuf et en grand format, quoi. Ouais, j'attendrai aussi le retour. Toi, t'avais beaucoup aimé. Ok. Non, mais je sais qu'il y en a plein qui ont surkiffé. Hein. Ah, tu t'es perdu carrément. Voilà pour celui-ci. On passe au 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes. Sortira Les yeux fermés d'Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine de Lucie, une BD, et ça a l'air tout mignonné comme ça quand on voit la couverture. C'est vrai, tu vois la couverture, tu dis oh, c'est un truc plus sympathique et tout.
Alors non. Donc ça sortira chez Dupuis. Et en fait, donc, il se trouve que on va suivre Émilie. Alors, je sais pas si c'est une adolescente ou une jeune femme. Parce qu'on nous le dit. Je sais plus. Mais en tout cas, elle va retrouver ses grands-parents à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Voilà, les grands-parents fêtent leur anniversaire de mariage dans leur grande maison de montagne. Et donc, il va y avoir toute la famille qui va se retrouver là-bas. Donc voilà, grande tablée, baignade, jeux de société, voilà, tout ça pour le week-end, donc super. Le truc, c'est que quand Émilie va arriver, il y a un des participants à la fête qui va lui faire remonter des souvenirs d'enfance et en particulier des agressions sexuelles qu'elle a subies. Voilà, et en fait, elle se rend compte que cet homme est un pédophile reconnu et qu'il a déjà été condamné par la justice et du coup elle comprend pas pourquoi il est là à faire la fête avec tout le monde. Et donc elle va décider d'ouvrir les yeux de ses proches sur la situation. Donc autant vous dire que le week-end va partir en live. Et donc voilà, on nous dit en plus huis clos oppressant. Comment vous dire Voilà, donc elle va affronter les membres de sa famille et leur imposer un choix. Donc qui voudront-ils garder à leur côté, la victime ou le bourreau? Waouh, voilà. Ça, je vous disais, bon, ça a l'air mignonné comme ça quand on regarde la couverture, mais non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais, la couve est totalement trompeuse, c'est ça, c'est rien à voir. Non, non, on va parler de pédophilie, de drames familiaux. Bon, mais voilà, en tout cas, ouais, moi j'avoue que ça me donne pas mal envie. Elle fait que 15 euros. C'est potentiellement une BD que je pourrais acheter, ouais. Ou j'attendrai si je la trouve d'occasion. Mais les BD, c'est plus difficile à trouver d'occasion, donc ils ont inversé les résumés. Non, pas du tout. Ouais, c'est un one-shot. C'est un one-shot en plus. Écoutez, si je l'achète, je vous en donnerai des nouvelles. Hein, voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Mais voilà voilà pour cette bande dessinée, en tout cas. Elle s'appelle bien Les yeux fermés, hein, voilà, c'est-à-dire le fait que, effectivement, les gens ferment les yeux quand c'est un de leurs amis, un de leurs proches. C'était un peu le sujet aussi du livre de l'essai En bon père de famille de Rose Lamy, hein, voilà. On n'arrive pas à imaginer que nos proches puissent être des monstres, enfin d'ailleurs c'est jamais des monstres, ça reste des êtres humains, mais voilà, on a du mal à imaginer. Et pourtant, voilà. Ben oui, j'ai bien compris, Bubu. Ouais, c'est clair, il était très très bien cet essai. Donc franchement, j'avoue que je suis très 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 titillée par cette BD et ouais. Et je pense aussi que je l'achèterai. Ouais, c'est ça, Patty. Hein. Pas évident de trouver des BD d'occasion. Ouais. Récentes en tout cas. Et surtout, encore les comics, oui. Les comics, on en trouve, mais quand c'est des BD comme ça, indé, c'est plus compliqué. Voilà pour celui-ci. On saute directement au 13 mars avec... Alors, j'ai oublié de vérifier, pardon. J'ai oublié de vérifier si c'était un one-shot ou pas. Si jamais c'est pas un one-shot, je vais encore me faire engueuler. J'ai pas vérifié. Donc, le nouveau Petroni Rostania, comment te croire qui sortira chez HarperCollins. Donc, alors, ouais, par contre, le bandeau prix Cognac du meilleur roman francophone, sauf que c'est pas celui-là qui a eu le prix Cognac, évidemment. C'est J'aurais aimé te tuer, je pense, hein, parce que. Enfin, je suppose. Donc, je sais pas, en fait. Hein. Bon, je pense que c'est ça. Bref, ça peut être trompeur. Donc, on va suivre Jean, qui est chef de groupe à l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est très long, mais c'est son statut. Il travaille là depuis 6 ans et en fait il est obnubilé par une enquête qu'il n'a pas réussi à résoudre. Il s'agit de la disparition en 2015 de l'adolescente Alice Bastide à Franconville. Et il se trouve que Jean, il va atteindre la retraite, mais il ne peut pas se résigner à abandonner cette affaire.
Et le problème, c'est qu'il va apprendre, en plus, allez, bim, qu'il est atteint d'une maladie incurable. Il va s'installer chez sa fille, Florence, pour profiter un peu de ses petits-enfants, mais il reste toujours dans un coin de la tête, il garde toujours ce dossier, voilà, le dossier Bastide. Dans sa famille, du coup, on a donc sa petite fille Célia qui est victime de terreur nocturne depuis plusieurs années. Et Florence, en fait, donc la maman tente de comprendre ce qui se passe. Surtout que bon, le père est jamais là. Voilà. Et voilà, et donc il est très mal dit ce résumé, en fait, je m'en rends compte. Parce qu'on nous parle de la relation fusionnelle de Célia avec le père, je suppose, oui, je pense que c'est ça, qui apparemment cacherait des choses. Voilà. Et pendant ce temps, en parallèle, donc Jean va avoir des nouveaux éléments qui vont lui permettre de relancer cette enquête. Donc j'imagine que tout va être lié à tous les coups. Mais voilà, ça a l'air très intéressant. Oui, je crois que c'est son vrai prénom, ouais. Ouais, bah c'est Petroni, c'est un prénom dans un Amélie Nothomb aussi, il me semble, non? Je crois que c'est l'héroïne d'un Amélie Nothomb. Bon, de toute façon, elle a souvent des prénoms un peu comme ça, quoi. Voilà pour celui-ci. Toujours le 13 mars sortira La femme au kimono blanc de Hannah Jones aux éditions Charleston. Et regardez-moi cette sublime couverture. Je ne pouvais que la mettre, évidemment. Alors bon, le seul petit bémol pour moi, c'est que l'autrice n'est pas du tout japonaise et ne vit même pas au Japon d'ailleurs. Bon, moi je suis toujours un peu cringe, voilà. Si encore la personne vit au Japon, bah, comme Cyril Carrère ou comme Laura Messaini, c'est ça, qui est mariée avec un japonais. Bon là, ok, mais là, mais bon, après, voilà, c'est moi, hein, c'est juste moi. Après, chacun est libre évidemment de raconter les histoires qu'il veut dans les pays qu'il veut. On est au Japon donc en 1957 et on va suivre Naoko. Donc, en fait, Naoko doit épouser un soldat de la marine américaine qui s'appelle, mais qui est visiblement japonais, puisqu'il s'appelle Hajime. Et le truc, oui, en fait, voilà, Naoko, elle va l'épouser clandestinement, puisqu'en fait, Naoko est promise normalement à un riche homme d'affaires plus âgé. Sauf que Naoko, voilà, elle n'a pas envie d'épouser cet homme, elle a envie d'épouser l'homme qu'elle aime, donc le soldat, et du coup, elle va l'épouser clandestinement. Mais le problème, c'est que Hajime va être retenu par son métier, hein, quelques mois à peine après leur mariage, et Naoko n'est pas sûre qu'il reviendra un jour. Et donc là, Naoko va se retrouver avec sa famille, et sachant qu'elle est enceinte en plus, elle va avoir fort à faire à protéger son enfant contre sa famille qui la rejette. Donc voilà. Ah oui, on nous dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, pour la précision. Alors c'est évidemment c'est romancé, hein, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, une femme déchirée entre son cœur et sa culture, prête à tout pour protéger son enfant. Bon voilà, j'aime bien. J'avoue que j'aime la couve, j'aime l'histoire et tout ça, donc je pardonne à l'autrice de ne pas avoir de lien avec le Japon. Surtout que bon, elle s'est inspirée d'une histoire vraie, donc ça va, c'est pas comme si c'était problématique. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air très intéressant. Pareil, j'attendrai un petit peu les retours aussi là-dessus. Mais ouais, la couve est absolument magnifique, j'avoue. Oui, Petroni Rostania, elle sera au salon du polar. Et pas Hannah Jones. Voilà pour celui-ci. On reste le 13 mars. Et on va passer à un manhwa. Mais un manhwa, donc c'est une BD coréenne. Mais alors, grand format, là.
Il s'agit de In Limbo de Deb Gigi JJ Lee. C'est un pseudo, hein, c'est un pseudonyme. Il n'y a que le nom de famille hein, qui est certainement le vrai nom de famille, Lee. Mais Malo, elle va peut-être faire des recherches. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, pour vous dire. Ah, mais je suis con. Je viens de percuter un truc. C'est marrant, mais à chaque fois, ça me le fait, ça. Hein. Vous avez remarqué, à chaque fois, en fait, la première fois que je fais la sélection et tout ça, je fais comme ça. Et quand je relis le truc avec vous, je percute les choses. C'est une autrice, c'est Deb, c'est le diminutif de Déborah, et c'est l'héroïne. Donc, a priori, c'est autobiographique. Voilà! Je viens de percuter, parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe au nom de l'auteurice. J'avais pas fait gaffe à son nom, en fait. J'avais juste vu le lit, coréen, ok, c'est bon. Et puis, ça parle évidemment de Corée. Et c'est en relisant Déborah. Ding. Donc, on va suivre justement Déborah, donc qui s'appelle, dont le nom coréen est Jungjin, dont la famille du coup a migré aux États-Unis, voilà, depuis la Corée du Sud. Et Deb va avoir beaucoup de mal à s'adapter. Elle n'arrive pas à parler anglais. Évidemment, j'imagine, en plus, elle doit subir le racisme et tout ça. Elle n'arrive pas à s'intégrer. Voilà. Et finalement, elle va réussir à encore mieux parler anglais même que coréen. Elle parle plus du tout coréen. Malgré tout, elle n'arrive toujours pas à s'intégrer. Voilà. Donc... voilà, ses professeurs n'arrivent pas à prononcer son nom coréen. Je pense que c'est pour ça qu'elle va changer de nom d'ailleurs. Et voilà, et en plus, évidemment, elle n'est pas comme les autres, avec ses yeux bridés, tout ça. Donc là, ensuite, on va la suivre donc, quand elle est au lycée. Et on va suivre, en fait, finalement, son quotidien. Elle a du mal... Voilà, elle a du mal à se faire des amis, elle a du mal à suivre en cours, elle se dispute tout le temps avec sa mère. Voilà, sa santé mentale s'effondre et elle va tenter de se suicider, mais elle va s'en sortir et elle va essayer de guérir. En fait, on va la suivre dans finalement dans son cheminement pour de santé mentale, hein, finalement. Pour prendre soin de sa santé mentale et surtout essayer aussi de renouer avec son héritage coréen. Voilà, ça a l'air... Merci Karine pour le nombre de pages, 352 pages, ok. Ouais, c'est une grosse BD, 352 pages, c'est pas étonnant que ça... Là pour le coup ça les vaut, parce qu'il faut rappeler que les BD c'est des dessins, c'est du papier glacé, ça coûte beaucoup plus cher à créer qu'un roman. Donc c'est normal que pour 352 pages, qui est donc la taille d'un roman, ce soit 35 €. Voilà. Là pour le coup, je suis pas... C'est pas déconnant. Pour moi, c'est pas du tout déconnant. Mais en plus, ça a l'air très beau. Je vois un peu les planches de dessin aussi. Ça a l'air très joli. Ouais, il y a vraiment des détails et tout, c'est franchement pas mal, quoi. Donc voilà. Bon, moi, honnêtement, je suis pas sûre que je mettrais 35 balles, j'avoue, c'est un peu cher, mais ça a l'air quand même bien, quoi. Ça a l'air quand même extrêmement intéressant. Et donc, On Voice et même autobiographique, hein, visiblement. J'aurais dû le voir, j'aurais dû le percuter. Ils peuvent pas le mettre quand c'est ça. Bref. Parce qu'ils pensent qu'on est enfin voilà, qu'on n'est pas con et qu'on voit que c'est Déborah, mais moi je suis conne, donc j'aimerais bien qu'on précise les choses. Je suis trop con pour le voir du premier coup. Bref, voilà. Toujours, la meuf passe vite. Toujours le 13 mars sortira Mauvaise Graine. C'est marrant parce que j'ai deux couvertures différentes. Il y en a une qui est plus belle que l'autre d'ailleurs. C'est évidemment pas celle que j'ai mise. Sinon c'est pas drôle. Mauvaise Graine de Sarah Stromberg, autrice suédoise, donc qui sortira chez HarperCollins.
Et j'avoue que le sujet m'a pas spécialement hypé de ouf, mais je sais pas, prix du meilleur polar suédois. Moi, j'aime bien en plus les polars suédois, donc je me suis dit ça peut quand même être pas mal. Ça... Couronné meilleur premier roman de l'année 2021 par l'Académie suédoise du roman policier, rien que ça. Donc, et c'est, je précise aussi que c'est un premier tome d'une nouvelle série. Voilà, bon, je sens que ça va entrer encore dans les panthéons des, ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais des séries de polar nordique, hein, il y en a tellement. Donc dans cette histoire, on est dans une célèbre station de ski suédoise, mais donc dans laquelle, je veux dire, la période de chasse se prépare, et avec elle l'obscurité donc des mois d'hiver, hein, puisque voilà, on va avoir la nuit, presque pas de jour, hein, finalement. Et on va suivre une ancienne journaliste qui s'appelle Vera, qui est reconvertie en professeure de suédois, qui vient d'être quittée par son mari, qui vit dans un appartement pourri, qui est un peu, voilà, en plus au-dessus d'une gare routière qui est à l'abandon. Du coup, elle est en période de ménopause, et voilà, elle est évidemment pas très très bien dans sa vie. Mais il se trouve que une jeune femme une femme en tout cas, va être retrouvée assassinée dans les bois autour de la montagne où elle habite, quoi, de cette station de ski. Et donc, elle va vouloir rédiger un article alors qu'elle est plus journaliste. Elle va quand même vouloir, elle va parler à son ancien patron et elle va lui demander de pouvoir rédiger un article sur cette femme. Mais il se trouve que plus elle écrit cet article et plus elle est obsédée à l'idée de découvrir l'identité de la victime, parce qu'on ne sait pas qui c'est, et évidemment l'identité de la personne qui l'a tuée, au risque de se mettre elle-même en danger. Voilà. Oui, oui, pour celui-ci, Patty. Voilà, voilà. Il y a des auteurs qui utilisent leur prénom pour les personnages. C'est vrai. Tu as raison, Rose, hein, c'est vrai, ça veut rien dire. C'est vrai, Franck. C'est bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre de donner... j'écrivais je trouvais ça bizarre d'écrire un livre et d'appeler mon personnage Eva, quoi. Enfin, sauf si c'est autobiographique, bien sûr, mais si ça n'a rien à voir, c'est très étrange, je trouve. Mais bon, on va pas juger. Bref, voilà pour celui-ci. Écoutez, bon, voilà, je l'ai mis. Honnêtement, clairement, je l'achèterai clairement pas. Sauf si tout le monde dit que c'est extraordinaire. Mais après, ouais, pourquoi pas, en poche, plus tard, je sais pas. On verra. Ouais, c'est ça. Ensuite, toujours le 13 mars, sortira Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Chez Casterman. D'ailleurs, j'ai vu Casterman, je me suis dit c'est une BD. Non. Casterman ne fait pas que des BD. Donc là, on est clairement dans la mythologie grecque. Donc depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque. Donc Ithaque, je rappelle, c'est la patrie d'Ulysse. 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Voilà, parce que c'est un royaume maudit. Et donc c'est Leto, on va suivre Leto qui a été désignée parmi ces 12 jeunes filles. Et donc elle va être exécutée, sauf que en fait elle va se réveiller bien vivante sur une île oubliée de tous. Et devant elle se tient Mélanto, qui est une immortelle qui a le don de commander à la mer. Et donc elle va lui révéler la seule manière de briser cette malédiction des 12 jeunes filles. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Et donc, si je suis bien, parce qu'il ne le précise pas, hein, il ne le précise pas dans le synopsis, mais donc c'est Ulysse, le prince d'Ithaque, c'est Télémaque. Je ne sais pas. Je dirais, je ne sais pas, mais bon, bref. Voilà, en tout cas, et Leto, d'ailleurs, Leto, il me semblait que c'était... Ah non, Leto, c'est une mortelle, mais il y a un truc avec Zeus. Elle a fait un gosse avec Zeus, Leto. S'il y en a qui s'y connaissent en mythologie grecque, parce que je connais pas mal d'histoires, mais j'avoue qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Bref, donc voilà pour
celui-ci, moi j'aime bien quand ça parle de mythologie grecque, donc je le mets. En vrai, j'en lis pas tant que ça. J'en ai plein dans ma palle, j'en lis pas tant que ça, mais j'aime bien. Ça m'intrigue aussi. Surtout qu'il y a une histoire de devoir assassiner un mec, forcément. Ensuite, on passe au 14 mars. Et alors celui-là, j'avoue, qui me fait pas mal de l'œil. C'est le nouveau Joyce Carol Oates. 48 indices, sur la disparition de ma sœur. Donc, dans cette histoire, oui, il va se passer qu'une jeune artiste va disparaître mystérieusement. Il s'agit de Marguerite. Donc, on est en 91. C'est une artiste à qui tout réussissait. Et un jour, elle va quitter la demeure familiale pour ne plus jamais revenir sans laisser la moindre explication, à part une chambre en désordre. Et on va être ensuite 22 ans plus tard, et on va suivre sa sœur qui s'appelle Georgine, qui est un peu le mouton noir de la famille, elle, qui va entreprendre de partir à la recherche de sa sœur. Et pour ça, elle va réunir 48 indices, voilà, comme le nom l'indique, susceptibles d'élucider cette disparition. Et donc voilà, peu à peu, elle va résoudre une partie de l'énigme. Voilà, bon, je m'arrête là parce que je trouve que c'est déjà pas mal, ça donne suffisamment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Lily, c'est marrant que tu dis ça parce que comme j'avais pas le nombre de pages, je me suis dit, bon, en général, effectivement, tu regardes le nom de l'auteur, si tu sais à peu près combien de pages font ses livres. Mais le truc, c'est que Joyce Carol Oates, elle a écrit des pavés, mais elle a aussi écrit des tout petits livres. Donc, mais bon, je sais pas pourquoi je pense quand même que on va plus être dans le pavé que dans le petit livre. Mais vraiment, c'est les extrêmes. Elle, soit c'est des pavés, soit c'est des trucs tout petits. Ouais. Donc, du coup, voilà. Voilà, on sait pas. Mais oui, je pense qu'on va plus... Ah, 280. Bah, tu vois, bah non, on est plus sur le petit, celui-ci. On est plus sur de petits. Ok, merci Malo, t'es allé voir carrément sur le site de l'édition, de l'éditeur. Bon, en général, quand c'est pas marqué ni sur Amazon, ni sur la Fnac, ni ailleurs, c'est rare. C'est que c'est pas marqué sur le site des éditeurs, donc j'avoue, je suis pas allée voir. Mais ok, merci. Ouais. Celui-là, franchement, il me... Ouais. Oui, en plus, c'est pas un pavé, donc ouais. Ok, moi, je suis plutôt pas mal intéressée par celui-là. On va pas se mentir. Ensuite, toujours le 14 mars sortira J'ai quelques questions à vous poser de Rebecca Mackay, qui est l'autrice du best-seller Les Optimistes, que je n'ai pas lu. Donc, dans cette histoire, on va suivre Body, qui est une podcasteuse à succès, qui va être invitée à animer un cours dans un pensionnat UP, et c'est justement le pensionnat où elle-même a étudié. Et donc, du coup, elle va revivre un petit peu son passé en retournant dans son pensionnat, et il se trouve que 20 ans auparavant, alors qu'elle était dans ce pensionnat, la jeune fille avec qui elle partageait sa chambre, donc Talia, a été assassinée. Et donc du coup, Body va un peu se remémorer cette histoire, et elle se pose des questions, en fait, parce qu'elle trouve que cette affaire, elle a vite été classée, quoi. Il y a un homme et un coupable qui a été condamné, qui continue toujours aujourd'hui, 20 ans plus tard, à clamer son innocence. Et en fait, Body, elle se demande si la police et le pensionnat n'ont pas été un peu trop vite en besogne, voilà, dans leur envie de trouver un coupable rapidement. Et donc c'est Body qui va se lancer à nouveau dans cette enquête. Voilà, et donc en plus on nous dit que ça va parler de MeToo et des féminicides et des rapports de domination sociale. Autant vous dire que c'est totalement pour moi. Voilà. J'avoue que celui-là, il me hype pas mal. Ouais. En plus, moi, j'aime bien les enquêtes comme ça. Il y a pas mal de trucs un peu, ouais, de
C'est marrant, mais depuis le début, là, je sais pas si c'est parce que le mois de mars, machin, mais il y a pas mal de femmes civiles qui enquêtent sur, a priori, ce qui peuvent être des féminicides ou voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on en a quelques-uns depuis le début. Donc, voilà. Mais moi j'aime bien. J'aime bien cette idée. Ensuite, toujours le 14 mars, sortira Sable Noir de Cristina Cassar-Scalia. Et est-ce que j'ai mis ce roman parce que c'est italien? La réponse est oui, clairement. J'ai vu le polar qui a enflammé l'Italie. J'ai fait, allez. En plus, c'est une autrice. Ça change un petit peu. Donc, c'est un tome 1 d'une nouvelle série aussi. Voilà. Premier volet d'une nouvelle série policière. 650 000 exemplaires vendus en Italie quand même. C'est assez énorme. 650 000 exemplaires, c'est énorme, franchement. Et en plus, il y a eu une adaptation télé en cours. Donc, autant vous dire, sachant que c'est les mêmes producteurs que la série Commissaire Montalbano qui était tirée des romans d'Andrea Camilleri. Voilà, du coup, ouais, ça m'intéressait pas mal. Donc, voilà. Sans le synopsis, déjà, tous ces petits éléments-là font que ça m'intéresse. En plus, l'héroïne est une femme. Donc on va retrouver le corps momifié d'une femme dans une villa sur les pentes de l'Etna. Donc on est en Sicile, vous l'aurez compris. Et il se trouve qu'en plus l'Etna il est un peu il est un peu animé quoi. Hein. On a une pluie de cendres qui se répand sur la région. L'enquête va être confiée à la commissaire, donc héroïne du livre Vanina Guarasi. Qui, elle, a passé 3 années à Milan et elle est revenue dans sa Sicile natale pour diriger la brigade criminelle de Catane. Et il se trouve que cette villa donc, où a été retrouvé le corps momifié est à l'abandon depuis presque 50 ans. Et donc, ça va être compliqué de découvrir et l'identité du tueur et même l'identité de la victime, puisqu'on rappelle qu'elle est momifiée. Mais voilà, donc Vanina va enquêter là-dessus. Voilà, alors, synopsis plutôt classique, mais c'est l'Italie, voilà. Moi, j'adore, et puis je sais pas, en plus c'est une femme, donc ça peut être intéressant. Après la Sardaigne avec Pier Giorgio Pulici, on part en Sicile. Voilà pour celui-ci. Toujours le 4 mars. Alors, est-ce que j'ai mis ce livre parce qu'il y a un chat sur la couverture et uniquement parce qu'il y a un chat sur la couverture? La réponse est oui. J'avoue que j'ai mis ce livre juste parce que la couverture m'a fait kiffer. Donc, Super méchant débutant de John Scalzi aux éditions La Talente. Bon, après, ça a l'air un peu rigolo quand même. Donc, dans cette histoire, on va suivre Charlie, qui est un homme qui vient de divorcer. Il végète un petit peu. Donc, ça se passe à Chicago, dans la banlieue de Chicago. Il végète un peu. Voilà, il vient de divorcer. Il a un boulot alimentaire. On ne dit pas ce que c'est d'ailleurs. Mais il se trouve que son oncle Jake, qui était un magnat de l'industrie et du stationnement, de l'industrie du stationnement, allez savoir ce que ça veut dire, l'industrie du stationnement, je ne sais pas, il est mort en faisant de lui son héritier. Du coup, voilà, Charlie se dit, ça, voilà, j'ai un peu de fric, ça va être la fin des ennuis. Sauf que il va hériter, en fait, d'une base secrète au fond d'un volcan. On reste dans les volcans, hein. D'une base secrète au fond d'un volcan sur une île paradisiaque où se trament les pires machinations. Et en fait, on va partir dans un petit délire apparemment où il va devoir devenir
un super méchant. Voilà, récupérer la base de son oncle qui visiblement était un super méchant. Voilà, ça fait un peu... ça fait un peu moins moche et méchant, je trouve. Mais voilà, et je sais pas pourquoi il y a un chat sur la couverture. Me demandez pas pourquoi. Il n'est pas du tout question de chat dans le synopsis. Mais c'est pas grave, je l'ai mis. J'adore trop la couverture avec le chat. Bon, je pense que c'est parce que les chats sont associés aux méchants, souvent. Mais voilà, je sais pas. Ça a l'air rigolo, comme ça a l'air mimes. Alors, je pense pas que je l'achèterai neuf comme ça. Mais si un jour je le trouve d'occasion, je pense que je le prendrai. Voilà pour celui-ci. Ah, on dirait ton chat, Steph. Franchement, c'est trop mimes. J'adore. Ah, j'avais pas vu ton com, Rose. Il paraît qu'il est super bien. Tu l'avais mis dans ta wishlist en anglais. Ah. Ah. Ah, donc du coup, interesting. Comme dirait mon chat quand il regarde le canapé sans bouger. Interesting. Bref, voilà, ok, bah ça marche. Merci Rose pour ton retour à ce sujet. Du coup, ça me tente encore plus là. J'avoue. La même tête avec l'air très con. Le pauvre. La petite balle perdue pour ton chat là. Allez, ensuite, on passe au 15 mars. Sortira Au nom du père de Ulf Kvensler. Je vous avoue que je ne suis pas trop sûre de la prononciation là. Donc encore un auteur suédois. Et dans cette histoire, donc on va suivre Isaac, qui avait été abandonné par son père quand il avait 6 ans, après qu'un incendie ait coûté la vie de sa mère et de sa petite sœur. Voilà. Mais on va être 20 ans plus tard et le père d'Isaac va refaire surface dans sa vie. Il se trouve qu'il est atteint d'un cancer incurable, décidément, et qu'il veut renouer avec son fils avant de mourir. Donc Isaac accepte de se rendre chez lui. Donc il habite sur une île isolée qui s'appelle Gotland. Au début, j'avais lu Groland. Non. Donc une île au large de la Suède. Hein. Mais il se trouve que il va y avoir en fait un duel psychologique entre le père et le fils. Et on nous dit un jeu de vie et de mort. Alors voilà, je ne sais pas ce qui va se passer sur cette île, mais en tout cas, ça m'intrigue parce que moi, j'aime les huis clos familiaux, relations père-fils en plus, ça va être ultra intéressant. Ah oui, tu m'étonnes, Malo, c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Voilà, j'avoue qu'on n'en sait pas trop, mais moi ça me suffit à me titiller, à me donner envie. Donc j'attendrai, là je pense que celui-ci, donc c'est chez La Martinière, hein, j'ai oublié de préciser, je pense que celui-ci il va y avoir des lecteurs et des lectrices, donc j'attendrai un petit peu les retours. Voilà. Ensuite... on passe au 20 mars, sortira le nouveau John Mars, La Maison des Mensonges, aux éditions City Edition. City Edition, ils ont du mal avec le cover reveal. C'est un peu relou pour ça, mais bon. Alors, John Mars, moi, je le connaissais en tant qu'auteur plutôt de romans d'anticipation. J'avais lu âme sœur, donc sur... c'est une application qui permettait de trouver son âme sœur et en fait ça partait un peu en live. Et j'avais lu, c'était quoi? Ah, j'ai oublié le titre. Sur des voitures qui roulent toutes seules. Et pareil, il va y avoir quelqu'un qui va contrôler les voitures et qui va faire une prise d'otage. C'était pas mal, c'était sympa. Les deux étaient plutôt sympas. Je me rappelle que le premier, il avait été adapté en série par contre, qui était pas ouf. Mais voilà. Et là, par contre, il revient avec un thriller, visiblement, peut-être fantastique. Je ne sais pas trop. Mais rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Donc, mais bon, à voir. Donc, en fait, dans cette histoire, on suit Nina,
qui vit avec sa mère. Mais il se trouve que apparemment Maggie a fait subir à sa fille des choses impardonnables, on ne sait pas quoi. Et à cause de ça, Nina garde sa mère dans le grenier et tous les soirs, elle verrouille la porte. Voilà, elle est obligée, Maggie, donc la mère, reste enfermée dans le grenier toutes les nuits. Et en fait, donc Nina ne sait pas tout. Apparemment, Maggie en plus aurait d'autres secrets. Et Maggie, justement, préfère rester prisonnière plutôt que de lui révéler la vérité. Voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Donc, je sais pas si... Mais moi, je pense... Enfin, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est du fantastique. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un truc bien glauque. Mais voilà, pareil, relation mère-fille, huis clos, décidément. Celui-là aussi il me titille, j'avoue. Moi, non, moi je vote pas du tout pour loup-garou. Surtout que le loup-garou, c'est que quelques nuits par mois. Hein. Quand il y a la pleine lune, c'est 3 nuits par mois, je crois, un truc comme ça. Donc non, ça marche pas du coup. Là, c'est vraiment toutes les nuits. Mais je pense pas que ce soit... Non, non, je pense qu'on n'est pas dans ce délire-là. Je pense qu'on est vraiment dans un truc très... glauque, psychologique, drame passé. Voilà. Mais bon. Mais franchement, j'avoue que c'est très, très, très intriguant. Et j'espère que ce sera pas décevant. Je dis ça parce que je pense que je vais les lire. Enfin non, je vais d'abord attendre les retours. Clairement, je vais attendre les retours. Mais j'espère vraiment que ça sera pas décevant. Parce que là, quand même, ça titille pas mal. Toujours le 20 mars sortira 9e sur la liste de Natasha Friend. Et j'avoue que celui-là aussi il me titille. Alors c'est du young adulte, certes. Mais on est quand même dans un truc assez sombre. Puisque donc on va être avec Nora qui, au lendemain d'une soirée étudiante, va se réveiller à moitié nue, toute seule, sur un terrain de golf. Il y a sa culotte en plus, je me souviens parce que j'avais vu un synopsis un peu plus long qui est accroché sur un poteau, sur un des poteaux, des trous des golfs, là, vous savez. Voilà. Et, donc, bon. Et sur son corps, il y a le chiffre 9. Donc, Nora, elle est évidemment traumatisée, mais le truc, c'est qu'elle voudrait reprendre le fil de sa vie comme si rien ne s'était passé. Sauf que sa meilleure amie, elle ne compte pas en rester là, elle veut comprendre ce qui s'est passé. Parce que, en fait, sa meilleure amie, qui s'appelle Cam, va découvrir que d'autres sont peut-être aussi en danger. Alors, je sais que ça va parler notamment de bizutage. Mais je pense que ça va parler de bizutage assez lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, milieu étudiant, tout ça. Je pense clairement que ça va parler, à mon avis, hein, je ne sais pas dit, mais ça va parler de viol, d'agression sexuelle, ce genre de choses. Bref, ça peut être un young adulte, c'est pas pump it up. Mais du coup, ouais, ça m'intrigue ce truc de numéro 9, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Est-ce que c'est un rituel aussi? Voilà. Voilà pour celui-ci qui sortira chez Bayard. Toujours le 20 mars, et on est de nouveau dans la mythologie grecque avec Perséphone de Benjamin Carteret aux éditions Charleston. D'ailleurs, il me semblait que Charleston, je suis étonnée, ne publiait que des autrices. Or, cette personne s'appelle Benjamin, et c'est visiblement bien un homme, on ne sait jamais, hein, mais c'est un historien d'art et consultant en communication dans le milieu de la culture. Donc bon, c'est bien un homme. Mais il me semblait que Charleston ne publie que des femmes. Bon, peut-être que, voilà. Et comme peut-être l'héroïne est une femme, ça passe. Ah ouais, ok, Malo. Non, mais visiblement, je me suis trompée là-dessus, mais il me semblait que c'était leur ligne éditoriale. Mais bon, ok, je vois, ça me déçoit beaucoup. Donc, évidemment, alors je vais pas, je sais pas si je vais vous retracer tout le synopsis parce que, en gros, ça va nous retracer la biographie, même si elle a apparemment existé, de la déesse Perséphone, qui à la base s'appelait Corée, qui était une jeune déesse sans vraiment de pouvoir. Elle a grandi à l'ombre de sa famille,
C'est la fille, pour rappel, de Déméter, qui est l'une des dieux de l'Olympe, enfin donc les dieux majeurs de l'Olympe. Hein. Donc voilà, et puis, mais voilà, tout va changer évidemment le jour où elle va se faire enlever par Hadès et va devenir captive du royaume des morts et va vivre une histoire d'amour avec Hadès. Merci le syndrome de Stockholm. Mais voilà, et puis ça. Donc après, bon voilà, mais le synopsis raconte toute l'histoire en fait, donc bon, on va peut-être éviter quand même. Par contre, on nous dit que l'auteur va nous offrir une nouvelle lecture féministe. Pourquoi pas? Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en fait. Hein. Mythologie grecque plus féminisme. Je fais ok. Ah d'accord, ok, Malo. Ouais, peut-être que c'est ça en fait, Rose, que c'est pas que des autrices, mais que des héroïnes. Peut-être bien, effectivement. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, après, pareil, celui-là, je pense pas que je l'achèterai, mais j'avais envie de le mettre parce que j'aime bien les thématiques. J'aime bien les réécritures féministes, en fait. Même si c'est pas toujours réussi, hein, on va pas se mentir. Mais souvent, c'est réussi, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours le 20 mars sortira l'adaptation en bande dessinée du Problème à trois corps. Que, rappelez-vous, j'ai surkiffé le tome 1. Et en plus, ça sort pile la veille de la sortie de l'adaptation en série. Donc, je rappelle que Le Problème à trois corps a été adapté en série. Il sortira sur Netflix. Sur Netflix ? Ah, j'ai un doute en fait. Oui, sur Netflix. Hein. Le 21 mars par les créateurs de Game of Thrones en plus. Par les showrunners de Game of Thrones. Donc, c'est cool. Et ça a l'air d'envoyer du pâté. Hein. J'ai vu les bandes annonces et tout. Ça, c'est une série, c'est la série que j'attends le plus, là, hein, clairement. Et donc voilà, ils nous ont sorti la veille, ils nous sortent une petite adaptation en bande dessinée. Donc voilà, hein, pour rappel vite fait du synopsis, on est en pleine révolution culturelle en Chine. On est dans une base militaire secrète et on va suivre Wenjie, qui est une jeune astrophysicienne qui va intégrer l'équipe de recherche, et il se trouve que ils vont recevoir, donc en fait elle travaille sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace, et ils vont recevoir un message, un signal, voilà, et on va suivre en parallèle 38 ans plus tard, en fait j'avais oublié que c'était 38 ans plus tard d'ailleurs, on va suivre Miao. J'aime bien son nom, son prénom. On va suivre Miao, qui est lui un chercheur en nanotechnologie et qui va être témoin de phénomènes paranormaux. Et notamment, justement, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail de la suite de nombres qui défile sur sa rétine. Il va avoir une suite de nombres et il va se rendre compte que c'est un compte à rebours. Et un compte à rebours vers quoi? Voilà. Et sachant qu'en plus, il y a des suicides, une vague de suicides dans la communauté scientifique internationale. Franchement, il y a énormément de choses dans ces romans. Bon, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. D'ailleurs, j'attends de voir la série parce que, honnêtement, il y a plein de trucs. Je suis passée à côté parce qu'il est tellement complexe, ce livre. Du coup, j'attends de voir la série pour colmater un peu les brèches et me remémorer tout ce que j'ai oublié aussi. Et après, j'enquille direct sur le tome 2. C'était vraiment trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Très beau en tout cas. Toujours le 20 mars et encore une petite BD avec Une pour toutes, qui est aussi une adaptation littéraire d'ailleurs. Donc Une pour toutes de Dominique Monferry, d'après le roman de Jean-Laurent Del Socorro. Donc dans cette histoire, on va suivre Julie d'Aubigny, bah oui, Julie d'Aubigny qui est appelée Julie Maupin. Donc c'est un peu une biographie aussi. Hein.
qui a été élevée à la cour de Versailles, mais qui a envie d'indépendance en fait. Et voilà, elle va partir un petit peu en quête d'elle-même et de liberté et de voilà, elle va collectionner les amants et les amantes d'ailleurs. Elle va même se produire en tant que chanteuse à l'Opéra de Marseille, elle se bat à l'épée, etc., etc. Et voilà, on va raconter un petit peu sa vie. Et c'est vrai que j'ai pas précisé que c'était, j'ai oublié de mettre que c'était biographique pour le coup. Mais voilà. Voilà pour cette bande dessinée, si la vie de Julie Maupin vous intéresse un peu. D'ailleurs, je me demande si c'est pas elle qui avait inspiré Lady Oscar, je sais plus. Bref, en tout cas, voilà. Voilà pour cette BD. Ensuite, on passe au 21 mars, sortira Vérités et mensonges de Cass Freer aux éditions L'Archipel. Et donc, bon, voilà, recommandé par le New York Times, lauréat du Richard et Judy Book Club, etc. Bon, j'avoue que je suis toujours un peu... J'aime bien parce que c'est américain, mais il parle de la Grande-Bretagne, je sais pas pourquoi. Que ce soit moi qui me sois trompée, mais non. Ah, mais non, on est en Angleterre, d'accord. Mais pourquoi j'ai mis américain Cass Freer? Parce que l'auteur est américaine, l'autrice, l'auteur. Je sais pas, j'ai merdouillé quelque part, faut croire. Bon, visiblement c'est plutôt anglais qu'américain. Pourquoi j'ai mis américain? Je sais plus. Franchement, je sais plus. J'avoue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se passe au Royaume-Uni. Hein. Ça se passe pas du tout aux États-Unis. On est en 98 au début. Alors, encore une fois, c'est aussi décidément c'est le mois des nouvelles séries policières. Hein. Ça fait le 3e. Donc là, premier volet d'une nouvelle série qui met en scène donc l'inspectrice Kat Kinsella. Et en cours d'adaptation à la télévision, comme l'italien plutôt aussi, c'est marrant quand même. Bon, bref. Donc on est en 98 quand Kat a 8 ans. Donc je rappelle que c'est l'héroïne. Hein. Elle se souvient avec précision de ce jour-là, puisque une adolescente de 17 ans a disparu. Et Kat a surpris son père en flagrant délit de mensonge. Voilà, donc est-ce qu'il y a un lien? Maybe, certainement. Et donc de nos jours, Kat a 26 ans, elle est inspectrice de police et elle va se rendre sur une scène de crime dans le quartier d'Islington, à Londres, qui est, voilà, et c'est pas loin du pub que tient son père. Donc le corps d'une certaine Alice Lapen a été découvert et la jeune femme a été étranglée. Et il se trouve que cette Alice n'est autre que la jeune fille qui avait disparu des années auparavant. J'étais en train de calculer 18 ans auparavant. Voilà. Et donc forcément, le passé revient hanter Kat et elle se dit, voilà, est-ce que c'est son père qui a fait le coup? Parce que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Voilà, voilà. Apparemment, il y a un peu d'humour noir aussi dedans. Je suis un peu curieuse. Autrice anglaise, merci. Donc voilà, annulez tout. Rien à voir avec les États-Unis, mais c'est une autrice en plus. Rien à voir avec les États-Unis. Je sais pas pourquoi j'ai mis États-Unis. Je sais pas. Mais surtout qu'il y a écrit en gros Grande-Bretagne. Hein. La meuf, à mon avis, ou peut-être, est-ce que j'ai... Ben non, même pas, j'ai même pas copié le truc d'avant. Bon, je sais pas. C'est une erreur, autant pour moi. C'est Royaume-Uni qu'il fallait lire. Voilà, en tout cas, ouais, ça a l'air assez intriguant, celui-ci. J'avoue. Je suis curieuse. Pareil, j'attendrai un peu de voir les retours sur celui-là. Ensuite, on passe... On a perdu Karine, au fait? Ah non, c'est bon. Ah, elle a juste pas mis le... T'as juste pas mis le truc de la BD avant. Bon, c'est pas très grave. Je vais quand même pas te le reprocher alors que tu prends la peine de mettre tous les titres. Le 22 mars sortira Un bonheur parfait de Yu Jong Jong chez Piquier. Et donc, Yu Jong Jong, je rappelle que c'est l'autrice de Généalogie du mal que j'avais adoré. J'ai vraiment
beaucoup aimé ce roman, ce thriller d'ailleurs. Et donc là, on est encore dans un thriller dans lequel on va suivre Ji-Yu qui a 6 ans. Et elle est toujours aux aguets de l'humeur de Yuna, sa maman. Donc visiblement, il y a pas mal de règles. Sa mère est assez stricte. Et donc du coup, Ji-Yu a toujours un peu peur des sautes d'humeur de sa maman. Et il y a des règles à respecter, il y a des secrets à garder. Et quand Ji-Yu ne répond pas aux attentes de sa mère, sa mère se vénère en fait, hein, voilà. Et la fillette veut absolument éviter que ça arrive. Et en même temps, Ji-Yu, elle fait des cauchemars réguliers. Elle entend les oiseaux qui crient au bord de l'étang, etc. Elle a l'impression qu'ils crient de douleur et qu'ils l'appellent au secours. Et en fait, Ji-Yu, finalement, va se rendre compte petit à petit de la personnalité de sa mère qui est de plus en plus inquiétante. Et voilà quoi, qu'est-ce qui va se passer, comment tout ça va finir, voilà. Bon, on sent que Yu Jong-jong, elle aime bien la psychologie des personnages mauvais, on va dire, hein, voilà, puisque on était là-dedans dans Généalogie du mal, hein, clairement, et franchement c'était très bien travaillé dans Généalogie du mal, donc je pense que là ça va être pas mal aussi. Ouais, Karine, il y a eu la BD une pour toutes. Attends, je remets. Ouais, une pour toutes de Dominique Monferry, voilà. Mais c'est vrai que je suis pas restée très longtemps dessus. C'est la biographie de Julie Maupin. Donc voilà, un bonheur parfait. J'avoue que celui-là, forcément. Oui, c'est ça, Généalogie du mal. Ben, je l'ai dit, Bubu. Ah, pardon, t'as pas entendu le titre. Pardon, excuse-moi. Ok. Ouais, Généalogie du mal, c'était vraiment bien ça. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, Karine. C'était vraiment bien. Du coup, ouais, j'ai super envie de lire celui-ci. Curieuse. Voilà. Ensuite, franchement, dernièrement, les sorties piquées, elles me hype pas mal. Hein. Ça fait 3-4 sorties là d'affilée qui me font envie. Je les ai pas achetées, mais j'attends en fait. J'attends un peu, voir les trouver d'occasion ou quoi, mais ouais, ça me tente pas mal. On reste le 22 mars avec une bande dessinée, Les Particules Infinies de Wendy Chou, aux éditions Bliss. Et donc, décidément, on retourne un peu on est aux États-Unis, hein, c'est une autrice américaine d'origine chinoise, mais on est avec des personnages, sino-américains en fait, mais du coup je disais ouais, on est encore dans le domaine scientifique, comme dans le problème à 3 corps, décidément. Donc on va suivre Clémentine Chang, qui vient d'aménager sur Mars, donc on est visiblement dans un futur proche ou pas d'ailleurs, dans un roman un peu d'anticipation, on va dire. Elle vient d'emménager sur Mars, donc c'est une scientifique, et elle va travailler au laboratoire d'intelligence artificielle d'une scientifique très renommée. Il s'agit de la doctoresse Marcella Lin. Donc le premier jour, le docteur Lin va lui présenter l'une de ses créations, une intelligence artificielle incroyablement réaliste, mais aussi terriblement charmante, qui est surnommée Kie. Et donc, Kie en fait a été développé pour être l'assistant personnel du docteur Lin, mais Kie commence à de plus en plus prendre son indépendance. Et elle va, il en l'occurrence, c'est elle l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle
masculine, enfin créée pour avoir une apparence masculine visiblement, et il va avoir aussi de nouvelles émotions. Et il se trouve que du coup, Kie et Clémentine vont se rapprocher. Et là, Clémentine, elle va se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui sépare l'humain de l'IA. Voilà, et puis bon, on va aussi parler de son passé, de ses choix personnels, etc., de pas mal de choses. J'avoue que c'est interesting. Alors c'est un sujet qui a été déjà vu et revu pas mal de fois, hein. Voilà, des IA d'apparence humaine, les relations, voilà, relations affectives entre un humain et une IA, ça a été vu des tonnes de fois. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours assez intéressant. Voilà, mais là c'est en bande dessinée. Toujours le 22 mars et encore une bande dessinée, on approche de la fin. Avec Switch, journal d'une apprentie sorcière de Eva Roussel, aux éditions d'Argo dans leur collection Matin. Et en fait, je l'ai mis pour 3 raisons. Déjà parce que j'adore la collection Matin. J'aime beaucoup les BD de Matin, d'ailleurs je les suis sur Instagram. L'autrice, elle s'appelle Eva, voilà, je me dis c'est un signe, et en plus ça parle de sorcière. Donc voilà, oui, on va parler de la figure de la sorcière qui fait un retour, c'est vrai, plutôt positif dans la société, puisque maintenant on associe l'image de la sorcière au féminisme, hein. Évidemment, l'image de la sorcière, c'est l'image de la femme qui a pris son indépendance et qui est du coup détestée pour ça par les hommes, hein, voilà, dont les hommes veulent la destruction. Et donc voilà, la sorcière d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est le symbole du féminisme. Mais qu'est-ce qui amène une femme, on nous dit, qu'est-ce qui amène une femme à se revendiquer sorcière? Parce que c'est vrai que maintenant, il y a carrément un courant comme ça qui s'est créé de sorcières qui même pratiquent la magie, Wicca, etc. Voilà, on est parti dans un truc. Alors moi, personnellement, je suis pas du tout fan de ça, j'avoue. Je suis pas très fan de ce délire un peu autour de ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça prétend pas soigner le cancer ou quoi, c'est pas problématique. Mais voilà, donc l'autrice va nous parler un petit peu de la sorcellerie contemporaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas que les Wicca, hein, il va y avoir d'autres choses, il va y avoir aussi évidemment la métaphore, hein, de la sorcière, etc. Oui, ça a l'air très mimes. Ça a l'air très mimes, j'aime beaucoup, à chaque fois matin, c'est toujours des dessins très mignons, comme ça, mais avec derrière des thématiques très engagées. Et du coup, j'aime bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mise. D'ailleurs, de matin, c'est qui m'avait offert Mythe et Meuf. J'ai la BD Mythe et Meuf, qu'il faut que je lise d'ailleurs. C'était réécriture enfin pas réécriture, mais interprétation de contes et mythes version féministe en fait. Ça a l'air vachement bien. Bref. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, bon, cette fois, j'ai pas oublié de vous mettre le titre. Il y a pas la couverture, donc en fait, j'ai mis la couverture en VO et j'ai mis le titre en dessous. La librairie disparue de Heavy Woods, qui sortira chez City Edition. Comme je disais, City Edition, ils ont du mal avec le cover reveal. Voilà. Ils révèlent toujours la couverture, genre 15 jours avant, quoi. À un moment, bon, t'es gentil, mais fais quelque chose. Donc, dans cette histoire, on est à Dublin, oui, parce que c'est une autrice, Evie Woods, c'est une autrice irlandaise. On est à Dublin et on va suivre 3 passionnés de livres qui se retrouvent dans une librairie un peu oubliée, en fait. Donc, on a Opaline, à ne pas confondre avec la booktubeuse, qui commence une nouvelle vie depuis qu'elle a fui des fiançailles malheureuses. On a Martha qui, elle, retrouve la liberté après un mariage abusif. Et enfin, Henri qui saisit la chance de réaliser ses rêves. Et donc, les 3 personnages vont prendre conscience que leurs histoires sont aussi extraordinaires que les récits qu'ils aiment dans les livres. Voilà, ça avait l'air assez
mignon. Je sais pas s'il va y avoir un côté sombre ou pas. Mais voilà, vous savez, ça parle de livres. Ça parle de livres. Ça parle, en plus, ça parle un peu, voilà, on voit de relations abusives et tout ça. Ça peut être intéressant. Bisous, Rose. Il reste 2 livres après celui-là. Bisous, bisous, Rose. Merci d'être passée. En tout cas, bonne nuit. Et donc voilà, bah écoutez, je l'ai mis parce que ouais, ça m'intéressait quand même un petit peu. Après, voilà, voir les retours là-dessus aussi, hein. Voilà pour celui-ci. Ça sortira le 27 mars. Je sais plus si je l'avais dit. Toujours le 27 mars et toujours chez City Edition sortira La Psy de Frida McFadden, qui est donc l'autrice de La femme de ménage. Après La femme de ménage, La Psy, donc. Et comme je le disais la dernière fois, il y a même un livre d'elle qui s'appelle The Teacher. Donc on va faire tous les métiers du monde, visiblement. Donc dans cette histoire, on va suivre Tricia et Ethan, qui sont des jeunes mariés qui cherchent une maison. Et ils vont visiter un manoir isolé d'une psychiatre renommée qui a disparu 4 ans plus tôt. Mais évidemment, alors qu'ils sont en train de visiter ce manoir, il va y avoir une tempête de neige, c'est ballot. Et donc, ils vont rester bloqués dans ce manoir. Et pour passer le temps, Tricia va écouter les cassettes des séances qui sont restées sur place. Et donc, elle va peut-être comprendre les événements qui ont conduit à la disparition de cette psy. Voilà. Très intriguant. Très intriguant. J'aime pas mal l'idée, écoutez, on verra. On verra aussi. Bisous Malo, j'avais pas vu. Bisous, bisous, bonne soirée, bonne nuit, merci d'être passé. Voilà pour la psy, ouais, bah pareil, je vais attendre un petit peu les retours aussi, hein. On va attendre un peu les retours sur celui-ci. Et enfin, le dernier des derniers qui sortira le 28 mars. Il s'agit de Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye. Et là, donc, c'est un genre de true crime, hein. Enfin, on est en tout cas inspiré d'un fait divers. Voilà. Donc, on est en 1974. Et en fait, il y a un jeune homme de 20, on va suivre un jeune homme de 20 ans qui a une bête qui sommeille en lui. Je viens de percuter en fait. Je viens de percuter quel est le fait divers en question. Je suis con. C'était marqué en plus. J'avais pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je percute les trucs, mais non. En fait, j'aurais pu me taire, j'aurais pu rien dire parce que je vous l'aurais dit comme ça, voilà. Mais oui, je viens de percuter parce que. Pourquoi? Parce que lundi de Pentecôte. Je suis con. Du coup, je sais pas si je vais le lire parce que j'ai lu très récemment l'affaire Rambla. Donc voilà, en plus là, on est parti du point de vue que c'est sûr il est coupable, hein, pour le coup, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même un doute. Il y avait un doute sur cette affaire, même si moi personnellement je pense aussi que je suis la team coupable, hein, mais donc voilà, une petite fille va être enlevée par cet homme qui a 8 ans. Son corps va être retrouvé 2 jours plus tard et ouais, je viens de percuter parce que j'allais dire il ne s'appelle pas Loïc et donc ok, c'est une réinterprétation et donc le jeune homme risque la peine de mort, mais pour sa mère évidemment c'est une erreur judiciaire et donc elle va tout faire. Ils vont ensemble en fait essayer d'inventer une histoire, de raconter leurs faits à eux pour arriver à innocenter le fils. Et voilà. Mais à trop vouloir innocenter Loïc, Louise ne risque-t-elle pas de le conduire à l'échafaud? C'est presque ce qui s'est passé, hein, au final, dans l'affaire Ranucci. Vous l'aurez compris que c'était l'affaire Ranucci. Mais du coup, voilà, en fait, c'est un peu, ouais, voilà, c'est un peu une réinterprétation de la part de Patricia Delahaye. Elle va reprendre cette histoire pour la manier un petit peu à sa sauce. Écoutez,
Moi, c'est vrai qu'après avoir lu l'affaire Rambla qui retraçait en détail tous les faits de cette affaire, je suis pas sûre que je vais aller vers celui-ci. Mais bon, je vous l'ai mis. Ouais, c'est vrai que j'avais pas percuté en fait, parce que sur le coup, quand j'ai lu le synopsis, j'ai ah ouais, l'enlèvement d'une fille de 8 ans, machin, machin, j'ai pas percuté. Et c'est après, là, en relisant, évidemment, toujours pareil. Je percute pas. Bref. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire du pullover rouge. Tout à fait. La fameuse. Qui a été. Donc, effectivement, c'est l'un. Donc, Christian Ranucci, c'est l'un des derniers condamnés à mort en France. Et donc voilà, ça a fait l'objet de plein de passions. Ça a déchaîné les passions sur est-ce que c'est une erreur judiciaire, parce qu'il restait effectivement plein de doutes sur cette affaire. Mais malgré tout, bon, tous les doutes ont plus ou moins été balayés quand même. Donc bon, voilà, après, chacun se fera son avis. Mais maintenant, c'est un peu tard, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah écoutez, c'était le dernier en tout cas. Je reviens par ici. Je vais dire au revoir à YouTube. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Et je suis en train de réfléchir sur quelle va être la prochaine vidéo. Je pense que ce sera un bilan lecture. Oui, je confirme même. Parce que là, mardi, ça va être du chill. Jeudi, c'est des gommes tapales. Et donc, ce ne sera pas sur YouTube. Et donc, ce sera dimanche le bilan lecture déjà. Ouais, déjà, oui, parce que maintenant, j'ai décidé de faire 2 semaines d'intervalle quand c'est possible. Voilà, quand c'est possible, je fais 2 semaines d'intervalle. Mine de rien, j'ai déjà lu quelques livres depuis le dernier bilan. Donc, voilà, prochaine vidéo, bilan lecture. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir regardé ces sorties. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Bien.